En fait, je voudrais surtout parler de travail et probablement en rentrant par la piste du travail, en prenant la question des risques psychosociaux par la piste du travail, donc sous-entendu pas par celle de l'ambiance, pas par celle des relations, mais par la piste du travail. On va, me semble-t-il, assez vite rencontrer la sécurité et voir comment les efforts qu'on fait dans le domaine de la sécurité sont aussi des efforts du côté des risques psychosociaux. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de développer le fait que la santé psychique des salariés, c'est un enjeu pour l'organisation, hein, pour des tas de raisons, d'absentéisme, de démobilisation. Hein. Quand on n'est pas bien, on raisonne de façon moins riche, on va prendre en compte moins de paramètres, on a une observation du panneau de la salle de contrôle qui est moins riche que quand on est mobilisé. Et puis évidemment, le risque suprême pour l'organisation, c'est les comportements inappropriés. Quelqu'un qui pète les plombs et qui a un comportement inapproprié dans une situation à risque, l'alliance de la maladie mentale et de la compétence professionnelle, ça peut être extrêmement grave. Mais évidemment, l'autre aspect, c'est que celui dont on va parler, c'est que bien sûr, l'organisation peut avoir des effets sur la santé psychique. Alors, le dada des ergonomes, c'est que toute situation de production est la rencontre entre le fait qu'il y a des gens qui ont travaillé à la calculer, à l'anticiper, à la prévoir, à fournir les ressources, et puis que quoi qu'on fasse, de toute façon, il va se passer des choses qui ne sont pas celles qui ont été calculées, et que ces situations ne seront correctement traitées que parce qu'il y a ce jour-là des femmes et des hommes compétents qui vont faire ce qu'il faut pour sortir l'organisation d'une situation qu'elle n'a pas anticipée. Et évidemment, aussi bien la qualité que la fiabilité, que la sécurité se jouent dans ces situations réelles et pas dans les situations théoriques telles qu'elles ont été calculées. Donc, le quotidien du travail pour le salarié, c'est toujours la rencontre entre ce qui est anticipé par l'organisation, Dieu merci, hein, qui a fourni les moyens, qui a fourni les procédures, qui a fourni des barrières automatiques, etc., et puis le fait qu'il faut que moi, je prenne soin de la situation comme elle est, hein, que je mette du mien pour faire face à ce qui n'est pas déjà donné par l'organisation. Et pour ce faire, je vais mobiliser mon corps, mon intelligence, tout ce que j'ai appris au cours de ma vie, en essayant finalement d'être socialement utile et en le faisant avec des collègues, hein, en échangeant au sein du métier pour essayer de faire les choses le mieux possible. Et j'attends de ça que ça développe mes compétences, hein, et que donc je puisse me développer en tant que personne. Donc, les habitués de l'ICSI connaissent le petit schéma fétiche, hein, qui dit que donc il s'agit d'organiser la rencontre entre ces connaissances du général qui permettent d'anticiper et ces connaissances du spécifique qui permettent de prendre soin des choses qui ne sont pas comme elles étaient prévues, mais aussi du fait que ça doit se jouer à la fois en conception et dans la vie quotidienne de l'organisation. L'idée, c'est qu'on peut lire la plupart des problèmes qu'on rencontre, aussi bien du côté des accidents que du côté de la santé mentale, comme étant un dysfonctionnement de cette rencontre entre les connaissances générales et puis les connaissances incorporées dans le corps des opérateurs et dans leur collectif. Voilà. L'idée de culture de sécurité intégrée, c'est qu'aucune de ces deux familles de connaissances ne suffit pour installer la sécurité. Donc la culture de sécurité, c'est une culture du débat, hein, et de la confrontation entre plusieurs types de connaissances. Bon, alors quel rapport avec les risques psychosociaux, bien sûr, c'est la question. Donc, un travailleur qui arrive dans une situation de travail, il est tendu entre le fait que d'un côté, il y a des buts, hein, que l'organisation lui demande d'atteindre, de produire un certain nombre de choses, et puis de l'autre côté, le fait qu'il a ses propres mobiles, ses valeurs, son histoire, ses envies. Et on sent bien, c'est l'idée de ce vecteur, hein, que si les deux vont dans la même direction, il y a plus de chances que ça se passe bien du point de vue de la santé que si les deux vont dans des directions opposées. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un premier temps, quand on arrive dans une situation de travail, en général, les mobiles, il y a des gens qui ont la chance d'avoir tout de suite des situations de travail où leurs propres valeurs vont dans le sens de ce qu'on leur demande de faire, mais c'est quand même pas la généralité. Donc en général, la situation initiale, c'est que le mobile, c'est que j'ai besoin de faire vivre ma famille, et puis que le but, c'est celui que mon chef va me donner, j'ai un certain nombre de choses à réaliser.
Et puis progressivement, en prenant connaissance de cette situation de travail, en m'inscrivant dans cette situation de travail, je vais me rendre compte que les choses ne se passent pas comme le chef l'a dit, et qu'il faut mettre du mien pour que la production sorte. Si je ne le fais pas, ça fait la grève du zèle et il n'y a rien qui sort. Et puis je vais me rendre compte que suivant la manière dont je fais mon travail, ça a des conséquences pour d'autres personnes. Suivant la manière dont je réagis à cette variabilité, ça a des conséquences pour des collègues, pour des clients, etc. Et donc ce qui était initialement un objet purement inanimé, sur lequel je suis amené à travailler, ça devient progressivement le vecteur d'une relation avec d'autres personnes. Et donc on va s'attacher à la qualité du travail, on va s'attacher aux objets qu'on produit parce qu'à travers eux, on produit des relations avec des personnes. Et donc peu à peu, je vais fixer de nouveaux buts à mon travail qui sont des buts en termes de faire bien mon travail, c'est-à-dire faire mon travail d'une façon telle que la relation que ça instaure avec d'autres personnes soit celle dont j'ai envie à partir de mes valeurs, de mes mobiles, etc. Donc on est parti d'une situation où les mobiles étaient propres à la personne et les buts étaient propres à l'organisation. Et progressivement, le travailleur va se fixer de nouveaux buts, des buts en termes de qualité du travail, qui sont des buts en termes de qualité de la relation avec les personnes qui sont l'objet de son travail. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a des tas de raisons qui peuvent faire que les buts de l'organisation ne soient pas les mêmes, qu'il y ait des contradictions entre les buts de l'organisation et les buts que le travailleur a fixés en termes de travail bien fait. Le problème, c'est pas qu'il y ait des contradictions. Une entreprise, c'est plein de contradictions, c'est complètement normal. Le problème, c'est quand ces contradictions ne peuvent pas être débattues. Quand il n'est pas possible de discuter avec son chef du fait que si on suit la procédure, alors on ne pourra pas faire du travail bien fait. Si cette discussion-là n'est pas possible, ça veut dire que ces tentatives du travailleur pour mettre du sien et faire bien son travail vont être mises en échec et qu'il va se trouver dans l'impossibilité de faire bien son travail. Mais du coup, les contradictions qui n'ont pas pu se discuter dans l'organisation vont déchirer la personne à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire les contradictions entre les mobiles et les buts vont déchirer la personne à l'intérieur d'elle-même. Donc les risques psychosociaux, pour moi, c'est l'intériorisation de débats sociaux qui n'ont pas eu lieu. C'est le fait de ne pas avoir pu discuter de contradictions qui font que les contradictions deviennent internes à la personne et vont la déchirer à l'intérieur. Donc les conflits intrapsychiques, c'est des... Alors il n'y a pas besoin de dire des conflits sociaux, il y a des débats sociaux qui n'ont pas lieu et qui vont abîmer la personne parce qu'ils n'ont pas eu lieu. Donc si on prend les choses comme ça, c'est très important de se dire que les risques psychosociaux, ce n'est pas un nuage toxique. Ce n'est pas une question de mauvaise ambiance, ce n'est pas une question d'atmosphère pourrie. C'est une question de personne qui n'arrive pas à faire bien son travail d'une façon dont elle puisse, dans laquelle elle puisse se reconnaître, dans laquelle il y a une certaine alliance entre ses mobiles et ses buts. Donc les risques psychosociaux, c'est les risques qui résultent de la confrontation entre le fonctionnement psychique propre de la personne et cette tentative de mettre en phase les mobiles et les buts, et puis le fonctionnement de l'organisation qui le favorise ou qui le favorise pas. Et qui vont faire que les conflits vont être intériorisés. Et évidemment, du coup, on peut avoir dans une même entreprise plusieurs endroits où il y a des risques psychosociaux. Ça ne prouve absolument pas que les mécanismes sont les mêmes, parce que ce n'est pas une question du fait qu'ils respireraient tous le même air. Et peut-être que s'il y a des acheteurs et des hommes de bureau d'études ou des femmes de bureau d'études qui ne vont pas bien, c'est parce que dans le travail des acheteurs d'un côté et dans le travail des bureaux d'études de l'autre, il y a des contradictions sur lesquelles ils n'arrivent pas à débattre. Alors, dans les industries à risque, le risque, de mon point de vue, le risque psychique majeur, c'est la situation où des opérateurs savent, à partir de leur connaissance, leur tentative de production, leur connaissance des installations, ils savent qu'il y a des endroits où, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils ne peuvent pas assurer la sécurité parce que l'organisation ou les moyens qui sont fournis ne le permettent pas. Et qu'ils essaient désespérément d'imaginer des moyens de faire savoir ça à la hiérarchie de l'entreprise. Là, il y a une zone qu'on ne maîtrise pas. Et que l'organisation fait qu'il n'est pas possible de le signaler et d'en débattre. Alors que dans le même temps,
il y a dans cette entreprise tout un discours sur le fait qu'on fait tout ce qu'il faut du point de vue de la sécurité. Donc dans les industries à risque, il y a vraiment une source de risques psychosociaux très particulière qui est le fait d'être dépositaire d'une connaissance du risque, d'une connaissance d'un risque local qu'on n'arriverait pas à partager et à mettre en débat dans l'organisation. Mais si on se retourne du côté de ce qui peut aider, de ce qui peut aider à avancer, on voit bien que l'enjeu, c'est de favoriser la confrontation, au sens de l'articulation, entre ce qui descend comme orientation et comme connaissance d'experts, et ce qui remonte comme connaissance du terrain et comme alerte en provenance du terrain. Donc, ce schéma, il n'a pas été fait pour les risques psychosociaux. C'est un schéma qui est extrait du guide facteurs humains des risques organisationnels. Si on remet en route, si on continue à mettre en route l'articulation entre ce qui descend et ce qui remonte, on travaille pour la sécurité industrielle, mais on travaille aussi pour la prévention des risques psychosociaux, parce que ces débats vont avoir lieu grâce à un certain nombre de boucles de régulation entre ce qui descend et ce qui remonte. Donc tout ce qui va du côté du fait qu'une organisation soit à l'écoute des signaux faibles, qu'elle cherche à favoriser la remontée d'informations de la part des opérateurs, qu'elle permette des débats à chaque niveau de l'organisation, qu'il y ait une certaine marge de manœuvre pour les managers pour faire des ajustements locaux. Tout ce qui favorise la continuité entre la stratégie et le local, c'est bon pour la sécurité, mais c'est bon aussi pour la prévention des risques psychosociaux. Alors le schéma tout à l'heure digéré pour les industries à risque, vous le connaissez, c'est d'un côté la sécurité réglée, qui est faite avec les connaissances des experts, et puis de l'autre côté la sécurité gérée, qui est portée par les connaissances des personnes qui sont là le jour où le problème se pose. Et donc tout notre travail, c'est de jouer une culture du métissage et de la confrontation. Alors si on rentre dans les choses un peu plus concrètes, il y a quelques enjeux clés, qui sont d'ailleurs les mêmes pour la sécurité et pour les risques psychosociaux. Premier enjeu, c'est les fonctions et l'activité des managers. D'abord, comme le disait Jean-Pierre Brun, au sens où les managers, dans certaines entreprises, vont très mal et qu'on ne peut pas imaginer qu'ils vont contribuer à produire de la prévention des risques psychosociaux et de la sécurité si leurs propres difficultés ne sont pas prises en compte. Donc, un manager, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait descendre, c'est quelqu'un qui articule ce qui descend et ce qui remonte, avec une fonction très importante de formalisation de ce qui se passe sur le terrain et de transmission, mais aussi d'alerte, de synthèse vis-à-vis du haut. Il ne faut pas se cacher que dans les organisations françaises, le déficit est systématiquement du côté de la remontée d'informations. Le déficit est systématiquement du côté du fait qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit pouvoir alerter sa propre hiérarchie en ramenant des informations en provenance du terrain pour venir interroger les visions descendantes et les stratégies qui sont en train de se mettre en place. Tout ce qu'on fait pour permettre que les managers puissent faire remonter de l'information et alerter, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour la prévention des risques psychosociaux. Mais ça veut dire qu'il faut lutter contre quelque chose qui est absolument catastrophique du point de vue de la sécurité. C'est ce que j'appelle l'idéologie du bon professionnel. C'est l'idée qu'un bon professionnel n'a pas de problème et que si un chef de service signale des problèmes, c'est qu'il est mauvais. C'est un des mécanismes puissants de l'accident de la navette Challenger qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Donc un chef de service qui signale des problèmes, c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il articule sa fonction de mettre en musique un certain nombre de choses qui ont été décidées en haut et d'alerter sur la réalité du terrain sa propre hiérarchie. Alors très concrètement, il y a des exemples qui sont classiques à l'ICSI. Si on fait travailler concrètement les équipes pour que ce soit elles qui recensent les tâches critiques, évidemment en dialogue avec les experts, pour que ce soit elles qui construisent les procédures liées aux tâches critiques, qui les testent, qui participent au processus de validation avec les experts, on est à la fois dans une situation où on donne une opportunité aux travailleurs d'exposer ce qu'est leur vision de bien faire leur travail, donc de négocier leur propre vision de ce que ce serait de faire bien cette tâche-là par rapport à des experts, et on donne une magnifique occasion aux managers
de pouvoir se situer à l'articulation entre ce qui descend et ce qui remonte. Autre gros chantier, évidemment, Jean-Pierre Bois en a parlé tout de suite, c'est la question de la conduite des changements. Alors, pas seulement des changements organisationnels, il y a des changements purement organisationnels, mais il y a des changements où on fait du génie civil, où on modifie les systèmes d'information, etc. La question facteur humain à propos des changements, c'est une fois qu'on aura fait tout ça, comment est-ce qu'on fera pour travailler? La question de l'équipe projet, c'est comment est-ce que ça fonctionnera? La question facteur humain, c'est comment on fera pour travailler. Et l'enjeu, évidemment, c'est que cette question, on se la pose le plus tôt possible dans le projet, mais on ne peut pas se la poser si on ne fait pas se rencontrer les deux types de connaissances, celle de l'équipe projet, des experts qui sont en train de travailler sur la création d'un nouveau procédé, par exemple, mais aussi celle des opérateurs, des femmes et des hommes qui connaissent la variabilité, qui connaissent les situations particulières et qui vont pouvoir alerter sur un certain nombre de solutions qui ont été choisies. Si on fait ça, si dans un investissement, on introduit une démarche participative raisonnablement conduite, c'est bon pour la sécurité et c'est très bon pour la santé des opérateurs, parce que la santé, c'est la possibilité d'être pour quelque chose dans ce qui nous arrive. La santé, c'est la possibilité d'influencer ce qui nous arrive. Et donc, chaque fois qu'on permet aux opérateurs de mettre une empreinte sur ce qui leur arrive, c'est bon pour leur santé. Alors, un des moyens de faire ça, c'est de faire des simulations. Alors, on peut faire des simulations sur les bâtiments, on peut faire des simulations sur les installations techniques, et puis, peu à peu, on a développé la possibilité de faire des simulations organisationnelles. Voilà, si on fait travailler des équipes avec l'organisation qu'on nous propose, est-ce qu'on sera dans tous les cas capable d'effectuer les scénarios d'urgence, les manœuvres d'urgence? Donc, à partir d'un recensement des scénarios critiques, on peut simuler, suivant différentes hypothèses organisationnelles. Si on fait comme ça, qu'est-ce que ça donnera du point de vue de l'organisation? Et évidemment, si on fait ça, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour les risques psychosociaux. Alors, pour terminer et ouvrir la place à la discussion, ce sont juste deux exemples, mais il y a beaucoup d'autres chantiers communs entre les risques psychosociaux pris du côté de la possibilité de faire bien son travail et la sécurité industrielle prise du côté de la rencontre entre toutes les connaissances dont il y a besoin pour assurer la sécurité. Donc évidemment, un chantier évident, c'est tout ce qu'on peut faire du côté de l'exploitation du REX. Pas du REX sur les grands incidents qui est fait. Mais quand une équipe de maintenance revient de son opération et que le chef lui demande « ça s'est bien passé », dans l'immense majorité des cas, la réponse va être « oui, chef, ça s'est bien passé », ce qui veut dire « on est arrivé au résultat ». Mais si le chef il s'est posé la question, il va s'intéresser à « et est-ce que vous avez eu du mal pour arriver au résultat ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?» Parce que dans cet espace entre le fait qu'on y est arrivé et puis le fait que pour y arriver, il a fallu beaucoup de mal, il y a un gisement de risque. Donc si le manager introduit une forme de REX quotidien qui intègre non seulement ce qu'on a demandé, on a fait ce qu'on a demandé, mais aussi qu'est-ce que ça a demandé pour y arriver, donc s'il s'intéresse non seulement à la performance, mais aussi au coût que ça a représenté pour les équipes, il travaille à la fois en termes de reconnaissance et de prévention des risques psychosociaux, et il travaille en termes d'amélioration de la sécurité. Bon, bien évidemment, il y a un immense chantier du côté des relations avec les instances représentatives du personnel. On est en France dans des situations parfois caricaturales, et il y a beaucoup à gagner à remettre dans le fonctionnement des instances représentatives la question du travail. Et je regrette beaucoup que les circonstances dans lesquelles les accords sur la prévention des risques professionnels ont été signés ont fait que toutes les histoires du genre observatoire du stress, ligne verte, et tout un tas de choses qui ne sont pas les bonnes, ont été accueillies avec soulagement par les organisations syndicales qui étaient contentes que l'entreprise enfin s'occupe du stress des salariés, mais que dans ce processus un peu accéléré, on soit complètement passé à côté du fait qu'il y a des gens qui sont en difficulté dans leur travail.
pas en difficulté avec un chef qui serait un pervers narcissique, sont en difficulté pour faire bien leur travail. Et ça, c'est pas pris en compte dans la plupart des accords qui ont été signés. Il y a un enjeu très important, par exemple, ce n'est pas limitatif du tout, mais il y a un enjeu très important sur la gestion des débuts et des fins de carrière. Début de carrière, je pense aux jeunes ingénieurs. Si un jeune ingénieur qui arrive dans l'entreprise, on commence par lui faire faire du terrain, par lui imposer d'être quelques semaines ou quelques mois rondier ou quelque chose comme ça. On crée un tout autre message sur la présence des managers sur le terrain que si immédiatement on le balance dans une situation où il ne va pas avoir le temps, quoi qu'il fasse, d'aller sur le terrain, et où, comme il n'a pas appris en maths sup, maths spé à discuter avec des opérateurs, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il développe cette compétence-là. Donc il y a un enjeu très très important de messages qui sont donnés dès l'arrivée des jeunes ingénieurs dans une entreprise sur le fait que écouter, c'est faire de la sécurité. Et que écouter, c'est faire de la prévention des risques psychosociaux. Et puis en fin de carrière, bien sûr, il y a des aspects très importants sur la transmission des compétences entre les vieux qui s'en vont et les jeunes qui arrivent, avec beaucoup plus de diplômes, mais sans cette connaissance intégrée dans leur corps du terrain. Suivant la façon dont on va articuler ça, on travaille ou pas pour la sécurité. Et puis, je crois qu'il y a un immense chantier qui est de favoriser des mises en situation simulées. Il y a quelques entreprises qui le font extrêmement bien. Mise en situation simulée, ça ne veut pas forcément dire super simulateur comme pour les pilotes d'avion ou les centrales nucléaires, hein, mais que l'organisation régulièrement fasse en sorte que les équipes soient confrontées à des situations simulées qui leur permettent à la fois de s'exercer à faire face et à mettre en œuvre un certain nombre de procédures, mais qui leur permettent aussi de réagir et de soulever le fait que peut-être on pourrait faire mieux que ce qui a été fait dans la procédure, peut-être on pourrait s'y prendre autrement, etc. Donc ça me semble aussi un des chantiers très importants, à la fois de la sécurité et puis de cette remise en route du flux remontant à partir de la connaissance et de l'expérience du travail. Alors, les industries à risque ont une chance énorme, c'est que si on ne prend pas encore en compte le facteur humain, ça saute. Et donc, il y a une force de rappel très très grande dans les industries à risque qui font que vous êtes là et que vous vous occupez du facteur humain. Dans le milieu bancaire, si on ne prend pas encore le facteur humain, il ne se passe rien. Enfin, les gens souffrent, mais l'entreprise continue à fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une crise mondiale qui ébranle les choses. Donc, l'idée, c'est que dans les entreprises à risque, ce n'est pas vrai partout, mais dans les entreprises à risque, quand on s'occupe sérieusement des facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle, sérieusement, ça veut dire concrètement, pas sous forme de messages de communication seulement, avec une mobilisation concrète du management au plus près du terrain, une capacité du management à être présent, à être à la fois celui qui donne la direction et celui qui humblement entend que la réalité n'est pas semblable à ce qu'on indique, en associant les équipes, bien évidemment, on participe à la prévention des risques psychosociaux. Et de mon point de vue, on y participe beaucoup plus que si on fait venir un super cabinet très cher qui va vous vendre un questionnaire gigantesque pour faire un diagnostic, qui va vous montrer qu'il y a des problèmes et éventuellement, comme le disait Jean-Pierre, laisser les choses là et rester sur le fait qu'on sait qu'on va mal. Mais bien évidemment, le fait qu'on sait qu'on va mal, ça n'a jamais aidé personne à aller mieux. Donc, j'aurais tendance à dire, la prévention des risques psychosociaux dans les industries à risque, c'est prendre en compte au sérieux, c'est prendre au sérieux la dimension humaine du travail et essayer que l'ensemble de l'organisation crée avec les acteurs concernés les conditions pour que chacun puisse faire un travail de qualité. Je vous remercie.